Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bienvenue sur ce petit live Facebook Spluge qui est organisé par Théâtre Piba et l'Ifremer ce soir. On est tous très heureux de vous savoir avec nous, puis vous êtes assez nombreux, je crois. Et voilà, et du coup, on va commencer la plongée dans quelques instants. Et on va, de vous faire plonger, on va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Il y a un petit peu de friture dans la ligne, c'est normal. En tout cas, voilà, il y a sur ce Facebook Live un certain nombre de personnes. Je vais faire le tour de table. Charlotte Hellman, que je vais laisser se présenter brièvement. Eh oui, bonjour, c'est moi, Charlotte Hellman. Donc, je suis comédienne sur le projet, sur Spluge et sur Donvor. Donc, vous allez entendre ma voix avec l'accent français. Karine Dubé, qui nous vient tout droit du Québec. Bonjour, alors Karine Dubé, comédienne pour Théâtre Piba, pareil, pour Spluge et puis pour Donvor. Et moi, je suis la voix québécoise. Chris Men, qu'on n'entendra pas ce soir, qu'on entendra certainement après le live, mais qu'on n'entendra pas dans Spluge ce soir. Salut Christophe. Salut à tous. Et ben voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Gonolé Potser, qui est à la régie, qui s'occupe de tout ça, qui fait le montage son et puis le montage vidéo ce soir. Bonsoir. David Val. David, Bonsoir. avec tous ses livres. Je suis écrivain et j'ai tenu un journal de bord durant l'exploration, la campagne scientifique à laquelle nous avons participé, donc sur la dorsale atlantique, sur le pourquoi pas, le navire océanographique et au Canada dans un second temps. Et c'est des extraits de ce journal que vous allez entendre ce soir. Et puis nos guest stars ce soir, José Sarrazin et Pierre-Marie Sarrazin. Salut José, salut Pierre-Marie. Bonsoir. Alors, moi, je suis José Sarrazin, je suis chercheur à l'Ifremer et voilà, et on a participé à l'élaboration de ce projet génial de plongée dans les grands fonds marins. Bonjour, donc Pierre-Marie Sardin, José a tout dit, moi aussi je suis chercheur à l'Ifremer depuis quelques temps déjà et on a passé beaucoup de bon temps avec toute cette équipe et j'espère que vous ferez la même chose ce soir. Et Thomas Clorec. Et Thomas Clorec, donc moi je suis directeur artistique du Théâtre Piba, metteur en scène de Spluge et Donvor. Alors justement, avant de plonger, juste raconter en quelques mots comment on en est arrivé là. D'abord, comme vous tous, on est confinés, on est en sous-marin là depuis cette semaine, pour la plupart d'entre nous, j'imagine. Et on a discuté avec l'Ifremer, avec Pierre-Marie, José, toute l'équipe artistique du Théâtre Piba, il y a quelques semaines, de cette idée de vous proposer, de proposer au public un live Facebook du spectacle Spluge, en direct, et puis de faire suivre ça d'un échange avec vous, avec tous ceux qui seront embarqués pour cette petite heure. Et voilà, et on trouve que c'est le bon moment et c'est une bonne. On espère que ce sera une belle aventure. Peut-être vous dire que Spluge en breton, ça veut dire plonger. Et de fait, c'est une plongée qu'on vous invite pendant 25 minutes. Alors, Spluge, c'est un spectacle qui habituellement se joue un petit peu partout, dans des CDI de collège, dans des salles de spectacle, en extérieur, pourquoi pas. Et puis les spectateurs, normalement, s'installent dans des transats, coiffent un casque et ils enfilent un masque de sommeil. Du coup, ils plongent pendant 25 minutes. Là, ce sera un petit peu particulier. Mais Spluge, ça raconte l'histoire d'une campagne océanographique à laquelle on a pris part avec José, Pierre-Marie,
au Théâtre Piba il y a 3 ans, 4 ans maintenant presque d'ailleurs, c'était en 2017, et on a embarqué à bord du Pourquoi pas. On est allé au milieu de l'océan Atlantique et puis on a pris part à une campagne scientifique. Alors David, peut-être que tu veux en dire 2 mots de ce journal de bord, puisque tout s'est élaboré à partir de ton écriture. C'est-à-dire que voilà, nous avons embarqué, nous avons d'abord pris part à 2 transits, un transit de 10 jours en mai avec toute l'équipe, avec les acteurs pour pouvoir nous familiariser avec la vie à bord d'un navire océanographique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous avons ensuite participé à un second transit qui, elle, était vraiment la campagne scientifique à bord de ce navire océanographique du Pourquoi pas. Nous avons embarqué aux Açores et puis nous sommes partis au-dessus de la dorsale atlantique pour aller explorer et surveiller et réparer des installations qui se trouvent à 1 km 700 sous la surface de la mer. Voilà, et nous avons été témoins à la fois du travail de l'équipe scientifique, des techniciens, des ingénieurs, des marins. On a pu rencontrer les scientifiques, discuter avec eux, des découvertes étonnantes qu'on a fait dans ce milieu peu connu, découvert il y a peu de temps, des interrogations qui nous traversaient, des émerveillements qui nous frappaient. On a vu des animaux qu'on n'aurait jamais cru pouvoir croiser. Et voilà, discuter un peu de ces environnements qui sont beaucoup plus reliés qu'on imagine à notre environnement à nous. Et donc, pendant ce temps-là, qui a été la première étape, il y a eu une seconde étape ensuite, qui s'est passée au Canada, en Colombie-Britannique, toujours sur le même sujet. Et bien, tous les jours, je tenais un journal de bord où je racontais un peu la vie quotidienne à bord d'un navire, pour le partager avec des spectateurs qu'on allait inviter à partager cette aventure, décrire le travail des scientifiques et voilà, parler de leur travail. Même pour ce journal de bord, on a beaucoup échangé avec José, avec Pierre-Marie, avec d'autres scientifiques qui étaient à bord du Pourquoi pas. Et voilà, on s'est mis à rêver autour de tout ce qu'on découvrait, ce qu'on voyait, toutes les questions que ça posait, toutes les découvertes qu'on faisait. Voilà. Je pense qu'on en reparlera plus longuement après avoir plongé. En tout cas, on sera toujours là dans 25 minutes et on répondra à toutes vos questions. On recueillera vos retours avec grand plaisir. On est là pour ça et on prendra le temps qu'il faut pour ça tout à l'heure. Alors peut-être d'abord et maintenant des petites recommandations techniques ou des petits rappels techniques. Spluge, donc c'est un spectacle sonore. Normalement, vous êtes, on l'a dit, équipé d'un masque de sommeil, donc vous n'allez rien voir, vous allez entendre surtout et avant tout. Donc quand ça commencera tout à l'heure, n'hésitez pas à ajuster le volume sonore de votre ordinateur ou de votre portable ou de votre tablette. Installez-vous le plus confortablement possible dans un canapé, dans un fauteuil, sur votre lit ou que sais-je encore pour être bien installé et bien confort pendant ces 25 minutes, comme on peut l'être dans un sous-marin peut-être. N'hésitez pas à fermer les yeux, ça peut aider à convoquer les images, à se laisser aller. C'est en tout cas une aventure sonore. On l'a dit évidemment et vous l'aurez compris, le casque c'est une option, mais c'est une option hautement recommandée parce que sinon je pense que l'expérience et l'immersion ne seront pas tout à fait la même. Et puis voilà, on va vous laisser quelques secondes pour vous installer tranquillement et puis on va pouvoir y aller, je pense. Très bien. Eh bien, bonne immersion. Et à bon tout à voyage l'heure. À tous. À tout à l'heure pour répondre donc à vos questions. À tout à l'heure. Je suis allée nager. En revenant, quelque chose de bleu, de translucide a attiré mon regard. C'était en train de s'échouer sur les roches. Une physalie, une cousine des méduses. Je l'aurais effleuré, mon voyage s'arrêtait là. Au mieux, une douleur atroce. Au pire, un arrêt cardiaque. L'hôpital, dans tous les cas. Aïe, aïe, j'ai donc bien eu de la chance. La seule piqûre dont je serai quitte en sera une de rappel. La nature n'est pas qu'un jardin.
8 juillet. Ça y est, à 17h, on a pareil pour 3 semaines de mission. Le Pourquoi pas est amarré aux Açores, dans le port d'Horta, entre Europe et Amérique. Nous l'avons rejoint par avion. La ville tient son nom de son fondateur, Jos von Werther, et non pas étonnamment, comme on pourrait le croire, du bas latin Horta, qui signifie jardin. Pourtant, la beauté est magnifique là-bas. Elle rappelle celle de l'Europe, mais l'on sent déjà qu'on n'y est plus. C'est entre deux mondes ou le mélange des deux. Depuis ce matin, grande agitation sur le navire océanographique de l'Ifremer, le Pourquoi pas. Les équipements scientifiques puis techniques sont sortis de leur conteneur, l'équivalent de 3 semi-remorques. On installe les laboratoires, on sort les instruments de mesure, on s'affaire autour du sous-marin, le ROV Victor. Ah, le ROV Victor, c'est vraiment très impressionnant. C'est un petit submersible, entièrement automatisé, téléopéré depuis la surface. C'est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possibles. En embarquant sur le Pourquoi pas, j'ai réalisé la chance inouïe d'être là, puis de me sentir aussi bien. On peut tomber en amour avec la mer ou avec un bateau, je le crois. Et c'est peut-être pour ça que c'est si violent, les histoires qui se passent sur l'océan. 9 juillet. Yes, good morning, Archipelago. We are looking for a floating device in the water, so be careful when you are approaching. I say again, there is a floating device in the water. We are looking for it. Et comment tu fais là pour récupérer la position de la CTD? On a 900 mètres à défiler. Tu te décales dans quel sens? Non, là je reste en station. Mais après la CTD? Après la CTD, je vais aller pour le mouillage, je vais aller du coup, je vais aller à peu près, je pense, 1,5 mille le vent. Ah oui, 1,5 000, donc tu l'éloignes vraiment. Oui, je l'éloigne vraiment, ouais. Le temps après, tu le tires. Après, je le tire. Nuit excellente. Le roulis berce. On continue de monter nos laboratoires. C'est une petite université flottante qui s'édifie. Le Pourquoi pas est une fourmilière. Nous sommes 75 sur le bateau. Il y a 3 équipes, les marins, les pilotes du sous-marin Victor et les scientifiques. Chercheurs en géochimie, en géologie, en écologie, en microbiologie, ingénieurs, électroniciens. Thomas et moi rejoignons notre équipe, celle de José Sarrazin, chercheur à l'Ifremer, qui réunit quant à elle 5 biologistes. Nous allons tester tout au long de la mission la résistance de la faune des profondeurs. Car la question que se posent les scientifiques, c'est bien celle de la survie de ces communautés animales. Si jamais les hommes, pour des raisons économiques ou bedons commerciales, venaient à exploiter ces écosystèmes-là et puis à les détériorer, la vie parviendrait-elle à résister? Combien de temps leur faudrait-il pour cicatriser? Le paradoxe de ce nouveau monde, tout comme l'Atlantide, c'est qu'à peine découvert, il menace d'être englouti. Le temps de la rencontre est compté. C'est qu'une question d'années avant que d'immenses engins miniers, grands comme on n'imagine pas, prennent possession de territoires autrefois dévolus au silence, à l'obscurité puis à la vie cloîtrée. « 10 juillet. Nous remontons vers le nord. Demain, au petit matin, on devrait toucher au but. Cette nouvelle journée de transit permet aux équipes de peaufiner leurs installations et de finaliser le protocole des manips qu'elles vont effectuer, la plupart grâce au submersible Victor. Manip est un mot qui traîne ici sur toutes les lèvres. Une manip, c'est une série d'opérations définies dans le cadre d'un projet de recherche. Et sur le pourquoi pas, les manips sont aussi différentes que les champs d'observation des scientifiques. Descendre des sondes de température, remonter un instrument défectueux, prélever des échantillons de faune, puis ensuite analyser, rédiger, comprendre. La partie de la manip la plus remarquable est aussi la plus délicate. La descente de Victor dans la colonne d'eau
et sa téléopération depuis la surface. Pour cela, un conteneur équipé, d'où Victor est dirigé, est installé sur le pont 7, en dessous de la passerelle de commandement. À 9h, à l'entrée du conteneur, 2 pilotes nous présentent l'impressionnant centre de téléguidage. Et c'est là, vraiment, que nous réalisons la nature exacte de l'exploration à laquelle nous participons. Car c'est bien un univers radicalement opposé au nôtre et incommensurablement distant de nous que nous sommes censés observer. C'est pas une forêt, une île, ni un nouveau continent sur lequel nous pourrions mettre le pied, mais un monde quasi parallèle, où seules des machines peuvent pénétrer, évoquant en quelque sorte, par sa difficulté d'accès, davantage une exploration spatiale qu'une excursion dans la jungle. Une chose d'ailleurs, qui frappe lorsque vous naviguez en haute mer, c'est la révélation soudaine de vous trouver en plein désert. Du bleu partout, en haut comme en bas, une surface que rien ne vient déranger. Un ciel sans oiseaux. Nous nous trouvons là, vers la fin du monde reconnu, dans une sorte de sas, de carrefour, un espace de transit. La surface devient ici comme jamais le lieu visible de la frontière, de la limite. On sent bien qu'elle sépare deux mondes. Celui du haut, qui touche à sa fin, dénudé au maximum puis réduit à son ciel, et celui du bas, qui, pour être vu, nous contraint, nous, ses visiteurs, à modifier notre physiologie, à nous unir avec la machine, à nous robotiser. Demain, première plongée. Nous descendons dans l'espace. « 12 juillet. Premier quart de nuit, première descente. Grâce au roi Victor, je vois ce qu'aucun homme, il y a peu, n'aurait jamais imaginé voir. Et là, l'autre monde m'ouvre ses portes. Lucky Strike est un champ hydrothermal d'1 km², relief très découpé, avec des collines, des sommets actifs, de vastes étendues, des falaises à pic. Premier trouble, sur les pentes de ces reliefs, les parois s'animent et se meuvent. Ce sont d'immenses colonies, grouillantes d'animaux trop enchevêtrés pour pouvoir d'emblée les distinguer. Innombrables, aussi compactes que leur surface de vie est étroite. On reconnaît des poissons. Il se ferait un passage au milieu de ce qui semble bien des milliers et des milliers de moules géantes
hérissant le tranchant de leurs coquilles. Vague évocation pour nous qui cherchons des analogies rassurantes d'un dispositif militaire médiéval. Mais la comparaison avec la Terre que nous connaissons s'arrête là. Tout nous trompe. Tout est changé. Les prairies sont faites de nappes de bactéries que viennent brouter crevettes et autres bactérivores. Bien que plongés dans l'élément liquide, nous n'en apercevons pas moins de la fumée, anomalie formidable, des nuages noirs. Ils naissent des fluides toxiques et brûlants que crachent des cheminées massives aux formes tourmentées. L'eau même semble travestir sa nature. Elle excite un ciel implacable, un éther carcéral. Sur chaque centimètre carré s'exerce une pression de 170 kg contre 1 kg sur la terre ferme. L'eau que nous connaissons est translucide, bleue, verte. Elle joue avec la lumière. Là, elle est si dense qu'elle empêche celle-ci de parvenir en ces lieux, créant une obscurité dont la nuit même serait incapable. Ces paysages évoquent un monde plongé dans une nuit nucléaire. Une terre que le soleil aurait désertée. Une planète inexplicablement chassée hors de son système solaire, qu'aucune étoile n'éclairerait plus. Pas de soucis, je te remercie. « 15 juillet. Les Physalis sont de retour. Impressionnant, elles encerclent le bateau. Un champ de gélatine. On pourrait presque croire qu'on les attire. Une chercheuse me confie que ça devient un vrai problème. Avec l'effondrement numérique de leurs prédateurs naturels, la tortue pileton, sous la pression de la pêche, les Physalis prolifèrent. Drôle de symbiose entre l'homme et l'animal, qui tournera pas longtemps à notre avantage. Aux Açores, on commence à s'inquiéter pour le tourisme. Ben vite, il va falloir enfiler une combinaison pour se baigner. « 20 juillet. Le ciel a grondé. Longuement. Comme il n'y avait aucun nuage à l'horizon, on s'est étonné. Et puis, on l'a vu s'approcher. Une tache sombre. Dans un ciel vide d'oiseaux, ça se remarque bien. Avion. Il fonce droit sur nous, assez bas. C'est un avion de l'armée portugaise. Il nous rase, passe et repasse, en tout 4 fois. Il ne nous tire pas dessus, mais un viseur est tout de même pointé sur nous. C'est une caméra, on nous surveille. Une manière de nous rappeler que nous sommes en territoire étranger. Il faut vivre candidement pour croire, comme l'enseigne la mythologie, que l'océan appartient à Neptune. Ici, le dieu de la mer, c'est le Portugal. Lucky Strike est planté au fin fond de sa zone économique exclusive. Depuis quelque temps, les États tiennent particulièrement à leurs régions liquides, voire cherchent à les augmenter. Alors, pas que pour la pêche, les poissons sont une richesse en déclin. D'ici quelques décennies, si l'on n'agit pas rapidement, on n'aura plus rien à remonter dans ces filets. En revanche, les trésors cachés, les métaux, les sulfures, les gaz, mais aussi les fameux nodules polymétalliques, ces pépites en forme d'œuf, riches en cuivre, en manganèse et en nickel, posés à même le sol,
exerce un attrait irrésistible sur l'homo economicus que nous sommes devenus. Avec l'épuisement des ressources en surface, une politique de croissance soutenue, mais aussi les nécessités d'une transition énergétique, nos sociétés sont à la recherche de nouveaux gisements. Certains assurent même que ces ressources innovantes nous permettraient de ranger le pétrole et autres énergies carbonées dans les cartons des vieilleries énergétiques aux côtés de l'huile de baleine. Ouais, passerelle de PC. 21 juillet. Lucky Strike, plongée numéro 8. Passerelle de PC. Ouais, du coup, on va pouvoir donc faire route au 55 pour 280 mètres, s'il te plaît. Ok, ça marche. Ah, je te remercie. Elle apparaît soudainement entre les cheminées. Une chimère. Un fascinant poisson des profondeurs. Se prend d'affection pour Victor et reste à jouer dans ses basques et ses tuyaux. Rosâtre, ou plutôt grise, elle semble suturée de partout, un peu comme Frankenstein. Ses yeux tirent sur le glauque et sont très grands. Avec beaucoup d'élégance, elle se déplace, tout en lenteur, évitant avec grâce les fluides brûlants vomis par les entrailles de la Terre. Ces fluides, c'est de l'eau qui s'est transformée lors de son passage sous la Terre, à proximité du magma puis des roches qu'elle a traversées. Céline Romveau, géomicrobiologiste à bord, fascinée par cette eau bien particulière, me confie les invraisemblables hypothèses agitant en ce moment le milieu scientifique, touchant à l'apparition de la vie sur Terre. Grâce à de nouvelles analyses, des savants le pensent désormais. Cette eau provoque, lors de son voyage au centre de la Terre, une altération des roches basaltiques qui favoriserait la production chimique de petites chaînes carbonées. Autrement dit, nos roches créeraient de la matière organique, des acides aminés et nucléiques, les briques élémentaires de la vie, la matière première de l'ADN. Des pierres à l'origine de la vie. Et si cela se confirme, ce serait alors une incroyable révolution. La vie serait-elle made in terra et ne viendrait pas uniquement de l'espace, comme on le pensait jusque-là? Sans compter que si notre planète peut le faire, alors d'autres partout dans l'univers le pourraient tout autant, à condition toutefois de posséder de l'eau et du magma. Serions-nous en train de contempler dans nos cheminées l'un des secrets de notre origine? La Genèse se trouverait-elle encore sous nos pieds? « 26 juillet. Cap sur Horta. Ce soir à 22h, on y sera. La Terre reste invisible à l'horizon, mais elle est déjà dans tous les esprits. Tout autour de nous, dans l'eau, la vie se manifeste. On voit des geysers percer la surface, des dauphins. On distingue un gros poisson noir et bleu électrique. J'aperçois 1 puis 2 poissons-lunes. Finalement, c'est habiter la surface. Beau cadeau, on reçoit. Il n'y a pas que la faune qui se donne à voir. La civilisation aussi, mais ça émerveille moins. Des morceaux de plastique, des bouteilles, des restes de filets. Bref.
Je crains l'arrêt du roulis. J'ai peur de retrouver la stabilité d'un sol ferme. Comme beaucoup d'autres ici, je suis sujet au mal de terre. Il faut avoir vécu sur un bateau pour se rendre compte de l'environnement dans lequel on finit par se fondre. Pas de silence. Pas d'immobilité. Pas d'ailleurs. Une fatigue qu'on nourrit chaque jour et qu'on laisse nous posséder. Et puis pourtant, malgré ça, j'ai pas vraiment envie de retrouver la terre. Une chose me manque à la rigueur. Le végétal. Le vert. Oui. Quand je rentrerai chez moi, peut-être bien que la première chose que je ferai, c'est d'aller m'acheter un bouquet de fleurs. Eh ben, bienvenue à tous. On va vous laisser un petit peu de temps pour émerger, pour revenir à terre, pour revenir à la surface, c'est selon. Une chose me manque à la rigueur, on en parlait avec David l'autre jour, c'est les dernières phrases de cette plongée. Une chose nous manque à la rigueur. David nous disait que c'était... il n'arrêtait pas de penser à ça en ce moment. C'était assez approprié. Ça racontait pas mal son état d'esprit en confinement. Ouais, une chose nous manque à la rigueur, le verre. Peut-être plus aux Parisiens qu'à ceux qui habitent au bord de la mer, encore que au bord de la mer, on a beau la regarder, on n'a décidément pas le droit d'y mettre les pieds en ce moment. Bon, c'est un autre sujet. On va peut-être juste, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, on espère encore une fois que vous avez passé une belle plongée. Il y a des aléas, les connexions ne sont pas les mêmes partout, malheureusement. Il y aura peut-être eu des petites coupures, etc. Et puis en plus, on a un temps orageux ici en Bretagne. Mais voilà, en tout cas, on espère que l'expérience a été intéressante, que l'immersion a été satisfaisante pour la plupart d'entre vous. Peut-être avant de répondre à vos questions, d'abord vous redire qui on est.
rapidement. Alors, commencer par David, peut-être. Qui êtes-vous, monsieur? Bonjour, je suis écrivain, je m'appelle David Val. Et le texte que vous avez entendu, ce sont des extraits d'un journal de bord que j'ai tenu pendant cette campagne scientifique sur les environnements marins profonds, les abysses, qui s'est déroulée en 2 temps. D'abord, un transit à bord du Pourquoi pas, le navire océanographique d'Ifremer, où nous étions avec la compagnie Théâtre Piba et les scientifiques, dont Pierre-Marie Saradin et José Sarrazin, qui se trouvent avec nous. Et un deuxième temps au Canada, en Colombie-Britannique, où nous avons là aussi plus découvert et interrogé d'autres sources hydrothermales qui ne se trouvent pas dans l'Atlantique cette fois, puisque c'est là que nous étions sur le Pourquoi pas, sur la dorsale atlantique, mais dans le Pacifique. Et donc nous étions en Colombie-Britannique. C'est une expédition qui a pris, qu'on a fait en mai, en juillet et en septembre 2017. Voilà. Pierre-Marie, José, je vous laisse. Bonjour, donc moi c'est Pierre-Marie Saradin, je travaille à l'Ifremer depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, sur les sources hydrothermales depuis tout ce temps-là, et avec José depuis une quinzaine d'années. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était une nouvelle manière de présenter un petit peu les travaux ou les écosystèmes qu'on étudie. José. Et donc José Sarrazin, donc moi je suis chercheur aussi à l'Ifremer, plutôt côté biologie, et voilà, donc ce spectacle c'est vraiment l'apothéose d'un projet qu'on chérissait depuis longtemps avec Pierre-Marie, et on est très heureux du résultat. Gwenolé, Potser. Bonjour. Moi, je m'occupe du son pour la compagnie Théâtre Piba, et donc j'ai participé dans cette aventure à la création sonore de ce spectacle. Création sonore qui est basée uniquement sur des sons captés à bord du Pourquoi pas par l'équipe du Théâtre Piba qui est montée à bord. Donc voilà, très content de répondre à vos questions si vous en avez sur ces points-là. Et donc Charlotte Hellman qui était à bord du Pourquoi pas il y a 3 ans avec nous. Et oui, tout à fait, bonjour. Eh bien, moi, je suis comédienne et j'ai eu effectivement cette grande chance de participer à tout le processus de création. Donc, j'ai pu passer une semaine à bord du Pourquoi pas lors d'un transit en mai 2017. Et j'ai aussi la chance d'avoir été en Colombie-Britannique en septembre 2017. Donc, c'est une belle aventure que je vis avec le Théâtre Piba en ce moment. Karine Dubé. Bonjour, Karine Dubé, donc je suis la voix québécoise. Donc je suis comédienne pour Théâtre Piba depuis février 2018, ça fait 2 ans maintenant que je suis avec cette équipe et que je participe à ce beau projet. Et Christophe Chrismen, qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, mais qu'on entendra la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Moi également, j'ai rattrapé le projet en cours. Je ne suis pas allé sur le bateau, mais j'ai l'impression d'y avoir été en tout cas depuis un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et donc, je l'interprète la voix bretonne qu'on entendra la semaine prochaine. Et puis également musique sur la deuxième partie que vous pourrez entendre si vous venez voir le spectacle d'Ondevor. Et voilà. Et Thomas. Et Thomas Cloarec, le metteur en scène. Voilà, qui fait le modérateur aujourd'hui. Donc, oui, Thomas Cloarec. Je suis le metteur en scène des spectacles Spluge et Donvor, et puis le directeur artistique du Théâtre Piba, qui est une compagnie de théâtre basée à Brest. Juste avant de revenir un tout petit peu sur la genèse, vous passez un message à tous ceux qui écoutaient. Donc, ce live va durer le temps qu'il faudra, encore au moins quelques dizaines de minutes. On attend vos retours, vos questions si vous en avez, à qui que ce soit qui est présent dans le live, que ce soit des questions d'ordre scientifique ou poétique ou philosophique ou tout ce que vous voudrez. On sera très heureux d'y répondre. On est très heureux évidemment aussi de recueillir vos retours et impressions. Et prenez tout votre temps. Donc juste redire un petit peu... revenir sur la genèse, David, Pierre-Marie, José et Charlotte en ont un petit peu parlé du projet. En fait, il se trouve qu'il y a
plus de 4 ans maintenant, José et Pierre-Marie, qui sont des scientifiques qui ont toujours eu à cœur, et ils vous le diront eux-mêmes, de travailler avec le grand public pour essayer d'ouvrir leur champ de recherche au grand public et de trouver des moyens de raconter ce qu'ils font, de le réenchanter, je crois, aussi d'une certaine façon. Ils sont venus à notre rencontre à Théâtre Piba en nous disant, ben voilà, nous on a cette envie qui est là depuis très longtemps, mais je leur laisserai le raconter. Et on aimerait bien essayer d'imaginer une forme théâtrale, hein, de monter un spectacle à partir de nos recherches. Et assez vite, nous, à Piba, on a été complètement embarqués, et on s'est mis d'accord avec les scientifiques, artistes et scientifiques, pour s'embarquer dans une aventure dans laquelle nous, artistes, on ne serait pas juste des passeurs, on ne serait pas juste là pour transmettre un savoir ou transmettre une parole, mais bien à essayer de commencer par s'immerger dans les travaux des scientifiques, à essayer de le comprendre de l'intérieur, ce qui supposait qu'on prenne d'abord beaucoup de temps pour le faire. Et c'est pour ça que le projet sur lequel on travaille, ça fait déjà plus de 4 ans, et c'est pas fini. Et c'est aussi, d'une certaine façon, comment on embarque, on embarque dans une aventure comme celle-là en allant sur le terrain de recherche des scientifiques. C'est pour ça qu'on a embarqué à bord du Pourquoi pas à 2 reprises, en mai 2017 et puis en juillet 2017, au cours d'une campagne scientifique, qu'on est allé, comme le racontait David tout à l'heure, en Colombie-Britannique, à la rencontre d'autres scientifiques avec lesquels collaborent Pierre-Marie et José depuis très longtemps. C'était une façon pour nous aussi de comprendre vraiment de l'intérieur, en étant nous-mêmes un petit peu à la place des scientifiques, ou à essayer encore une fois, de comprendre en faisant et pas seulement comprendre en lisant ou en collectant. Mais c'était aussi, en retour, excusez-moi, je suis un peu bavard, inviter les scientifiques avec lesquels on collabore à s'immerger dans le travail des artistes et essayer de comprendre de l'intérieur comment on bosse. Du coup, Pierre-Marie et José, depuis 4 ans, sont partie prenante du processus d'écriture, de l'écriture des spectacles, etc., etc. Alors, il se trouve que maintenant, il y a 2 formes qui sont issues de cette collaboration. Il y a le spectacle Spluge, dont vous avez pu entendre une grande partie aujourd'hui. Spluge, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire plonger en breton. Et le spectacle Spluge, qui est une petite forme de 25 minutes, qui a tourné plus de 250 fois, qui est une forme immersive, et le spectacle Dondvor, qui a été créé à Brest en janvier 2020, qui est une plus grande aventure, qui est un spectacle plus théâtral, et qui va, on l'espère, beaucoup tourner dans les années qui viennent. À partir de maintenant, je vais commencer à transmettre les questions. Il commence à y en avoir pas mal. Sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Alors, lançons-nous dans les questions. Voilà. Qui joue la partie musicale, nous demande Juliette. Alors, on va laisser Gwénolé répondre à cette question. Eh bien, la partition musicale, donc là, ce que vous avez entendu ce soir, c'est un enregistrement qui a été réalisé à la Maison du Théâtre en janvier dernier. Pour des raisons techniques, c'était un peu compliqué de le jouer en direct, 100% en direct avec cette qualité de son qui nous est chère. Donc en temps normal, c'est moi qui joue la partition en direct à partir de sons qui ont été captés sur le Pourquoi pas lors de la campagne Montmarsat 2017. Les sons ont été captés par Pablo Salin, et donc j'ai récupéré toute cette matière sonore. Et c'est ensuite en travaillant avec Thomas et toute l'équipe qu'on a fait ce montage sonore, donc qui est basé sur des sons réels et qui est parfois transformé pour des évocations plus oniriques. Toutes les plongées, tous ces sons-là sont des sons qu'on a construits à partir de la matière sonore du Pourquoi pas. Toujours Juliette, je pense, qui demande si on peut réécouter le spectacle pour se arriver en cours. Ah non, pardon, c'est une question d'Alice Duron. C'était la première question tout à l'heure. Alors, toujours Gwénolé, d'ailleurs.
Eh bien oui, une fois que ce live sera terminé, il sera disponible en rediffusion sur Facebook et éventuellement sur YouTube. Il faut qu'on vérifie ça aussi. Donc oui, vous pourrez le revoir. Et je tiens à préciser que la semaine prochaine, il sera diffusé dans sa version joual breton. Voilà. Donc Ebrezonné Garzizun à Zeu. Milena nous demande comment on a travaillé avec l'auteur. Alors peut-être que David, mais aussi Pierre-Marie ou José pourraient répondre à cette question. Mais David d'abord, comment avons-nous travaillé avec toi, David? C'est dur, hein. Avec Thomas, on se connaît depuis longtemps et on a déjà travaillé ensemble. Et puis je suis dans ma compagnie, je suis écrivain et je travaille beaucoup avec des scientifiques déjà et sur des transpositions. La science est souvent un matériau de mon écriture. Et quand Thomas m'a proposé de rejoindre l'aventure et de partir à bord du pourquoi pas, bien sûr, j'ai pas hésité 30 secondes. D'abord parce que les environnements marins profonds, c'est un univers qui est très peu connu. On les a découverts bien après qu'on a posé un pied sur la Lune. Donc c'est quelque chose qui est encore nimbé de mystère, qu'on apprend tout juste à découvrir. Et puis il y avait une aventure humaine extraordinaire, de participer à une campagne scientifique, de rencontrer des scientifiques, d'expérimenter physiquement dans notre chair ce qu'allait être un séjour de près de 3 semaines, de plus de 3 semaines sur un bateau perdu au beau milieu de nulle part dans la dorsale atlantique. Écrire quelque chose, mais aussi participer. J'ai été l'assistant de José dans son laboratoire humide. Elle m'a appris à reconnaître les animaux sur lesquels elle travaillait. Et comment s'est passé le travail avec l'auteur? On faisait partie de l'équipage parce que les places à bord d'un bateau, elles sont comptées. Donc j'étais bien sûr là en tant qu'auteur, mais on avait tous notre rôle à jouer aussi en tant que membre d'un équipage, d'une équipe scientifique, entre guillemets. En tout cas, on avait cette place à avoir et donc à n'être pas en dehors de la vie de l'équipe. Alors je me levais, j'étais de quart, comme tous les scientifiques et comme tous les autres marins. Et puis j'écrivais mon texte tous les jours. Et j'allais voir les scientifiques pour savoir si ce que je racontais, les transpositions de ce que je racontais étaient vraies, étaient fausses, étaient correctes, et si les divagations aussi pouvaient leur convenir. Trouver un point de rencontre entre un vocabulaire poétique et un vocabulaire scientifique. Donc entre du subjectif, de l'objectif. Et ça a été un travail qu'on a mené aussi en parallèle du travail scientifique proprement dit, un travail de rencontre autour d'une écriture et de sensations. Pierre-Marie, José, sur la présence justement d'un auteur à bord du Pourquoi pas en 2017, c'est quelque chose d'étonnant et ça produit quelque chose d'hyper intéressant pour vous scientifiques. Alors pour faire suite à ce que dit David, moi ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il a réussi à écrire avec une écriture très très riche. Vous avez dû écouter un petit peu son texte. Ce que nous, on essayait de faire passer à travers des blogs, des cahiers de campagne, des choses comme ça. Donc, nous, quand on l'écrit, c'est complètement plat, ça paraît un petit peu routinier, etc. Et lui, quand il arrive à l'écrire, c'est hop, on voit tout de suite la petite étincelle qu'il a toujours dans l'œil quand il découvre des choses nouvelles. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça nous a permis aussi un petit peu de se rendre compte, encore une fois, que le métier qu'on fait et que les écosystèmes qu'on étudie, c'est quelque chose d'assez fabuleux et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de le partager, quoi. Et c'est vrai que même à bord, les marins qui ont l'habitude de lire nos blogs, ils les envoient à leur famille et tout, c'est vrai que le cahier de bord de David a suscité encore quelque chose de plus fort, quoi, parce qu'il y avait toute cette émotion, peut-être que nous, on a du mal à retranscrire ou parce qu'on est scientifique, des fois, on est un peu carré et c'est vrai que David pouvait se permettre de mettre des mots très jolis et ce qui fait la richesse de son texte. Et puis tous les soirs, on placardait, donc j'écrivais le matin et la journée, et le soir, on le placardait on placardait la journée. Donc il y a beaucoup plus de journées que ce que vous avez entendu, et devant la cafette, le restaurant du bateau, et donc là où on doit attendre, on fait la queue en attendant de pouvoir prendre un plateau, donc tout le monde lisait et commentait le journal, les pages, c'était assez inoubliable en fait.
J'ai une question de Jocelyn qui nous demande s'il y avait des sessions de travail spécifiques entre les artistes et les scientifiques. Alors peut-être Charlotte, qui n'a pas beaucoup parlé, tu pourrais parler un petit peu de notre premier embarquement à bord du Pourquoi pas en 2017, où on a expérimenté des choses assez étranges. Assez dingue, oui, effectivement. Bah oui, on s'est tous retrouvés là, les uns à côté des autres, les scientifiques, les artistes, et qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire comme spectacle avec ces environnements marins profonds. Et donc, pour être le plus immergé possible dans ces écosystèmes, bah, on a passé d'abord une première semaine sur le pourquoi pas. Et donc, on avait la chance d'avoir le bateau pour nous, avec quelques matelots quand même qui conduisaient le navire. Et très peu, 35 quand même. Et des cuisiniers pour nous donner, pour nous nourrir comme il fallait aussi. Et donc, on a fait des brainstorming pendant une semaine, pendant 7 jours. On était dans la salle de conférence du bateau. Et de 9h le matin jusqu'à 22h le soir, brainstorming et échauffement aussi, parce que mine de rien, les deux chercheurs, José et Pierre-Marie, ont fait du théâtre aussi avec nous. Donc c'était un peu vie ma vie de chercheur et vie ma vie d'artiste. Et voilà, et ensuite on a continué avec le Canada aussi, où on a pu rencontrer beaucoup de chercheurs là-bas. On a continué aussi à faire des ateliers théâtre avec des étudiants de Colombie-Britannique. Donc ça a été vraiment un échange constant entre artistes et scientifiques. Et voilà, en gros, comment ça s'est passé. Et sur la place, peut-être José et Pierre-Marie qui ont tout le long, après, à partir de 2018, où on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, on y était depuis longtemps, mais dans la création des spectacles eux-mêmes, etc. José et Pierre-Marie, vous êtes intervenus sur pratiquement tous les temps de résidence de création, sur tous les moments où on était en répétition, en écriture, vous étiez là, vous avez continué à porter votre regard au travail. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, José. Bah oui, justement, c'est vrai que cette immersion que vous avez vécue, vous, dans notre monde, nous, on l'a vécu aussi dans le monde du théâtre, avec toutes ces étapes complètement délirantes, en fait, pour monter, en fait, un spectacle de théâtre, hein, qu'on parle du son, de la scéno, de toute la partie de jeu. Et c'est vrai que pour nous, ça a été hyper riche, et de voir comment ça se montait aussi petit à petit avec la création de Spluge. Spluge qui au départ était un espèce de laboratoire pour pouvoir tester des concepts ou des trucs que vous vouliez essayer pour la mise en scène, et qui finalement est devenu lui-même un spectacle. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été, pour nous, je pense que j'ai une expérience, comme disait David, humaine incroyable, quoi. Au-delà de ce que ça a produit comme spectacle, ça va demeurer quelque chose je pense, qui a profondément changé notre façon de voir les choses. En tout cas, moi, au niveau de la vulgarisation, j'ai des nouveaux outils ou des nouvelles façons de voir comment on peut toucher les gens avec ce qu'on fait. Et ce qui est fou, José et Pierre-Marie, c'est qu'ils sont là encore aujourd'hui. Ils arrivent à participer au spectacle quand même. Ça, on s'y attendait pas forcément que vous soyez là pendant les représentations aussi. En allant plus loin aussi, ce qui est intéressant, et la version finale d'Onward donc a été jouée une dizaine de fois à Brest, et alors José a pu faire toutes les représentations, moi j'ai pu en faire que 5 ou 6 je crois, mais à chaque fois j'ai été dans des endroits différents, donc aussi bien parmi les spectateurs que à côté de la scène, que au-dessus, et c'est comme aussi pendant toute la jeunesse du spectacle, à chaque fois qu'on participait, on voyait des évolutions sur une base de texte identique, mais on voyait petit à petit tout ce spectacle qui se montait, et avec des surprises à chaque fois, quoi. Le rapport au son a fait l'objet de nombreux débats, où la place du son dans le spectacle a fait l'objet de nombreux débats. Le pari... Oui, pardon, David. Oui, peut-être tu peux dire pour le son que c'est un son, c'est vraiment le son qu'on a. On est immergé vraiment dans ce que nous entendions à bord, quoi. Ça, c'est... Tout à fait.
Il y a une dimension, enfin, dans le travail dans tous les sons qu'on entend, qui ont été beaucoup retravaillés par Guenolé derrière, ce sont des sons qui ont été collectés, captés à bord du Pourquoi pas pendant la campagne Momarsat en juillet 2017, où, comme il le disait, Pablo Salin, il a échantillonné le navire, il est allé partout, dans salle des machines, il est allé sur les ponts, il s'est baladé au milieu de la nuit, sur tous les tankers, etc. Il y avait un petit côté, chercher Charlie ou chercher Pablo sur le navire, qui était un peu l'énigme. Mais c'est une composante tellement essentielle des spectacles Spluge et Donvor, qui sont tous les deux des formes où le son a une place absolument fondamentale dans la première partie de Donvor et puis là dans le spectacle Spluge, parce que c'est vraiment le son et ce travail du son avec une dimension documentaire qui, à mon avis, est sublimée, évidemment, ou sublime, qui nous permet de nous immerger, qui nous permet de complètement y être. C'est les retours. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui devant nos écrans d'ordinateur, mais à chaque fois qu'on joue Spluge ou qu'on joue Donvor, il y a ce retour des spectateurs qui nous disent, ben voilà, moi j'étais au milieu de l'océan Atlantique, et c'est vrai que il y a quelque chose de très puissant. Et qui, paradoxalement, à l'époque où on est tellement abreuvé d'images, d'informations, de visuels, qui est absolument fascinant. Enfin, le fait de pouvoir se dire que finalement, je crois qu'on est plus intelligent avec juste du son, en fait. On arrive à, en tout cas, on est plus créateur, assurément, en tant que spectateur, je crois. Les questions là, parce que. Alors les questions, voilà. Alors beaucoup de poésie dans le texte, ça c'est un retour de Véronique Robigou, qui a été une personne qu'on a rencontrée au Canada, qui habite et travaille à Seattle, qui est une chercheure, qui a beaucoup travaillé sur les environnements profonds, et qui nous fait un retour. Merci beaucoup, Dominique, qui nous dit beaucoup de poésie dans le texte. Merci, David, pour l'expression. Alors, la vie en terra. Je vais la réutiliser dans mes conférences. Ça, c'est ce que dit Véronique. Salut, Véronique. Salut, Véronique. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur plein de choses, hein. Sur le jeu des comédiens, sur. Alors on nous dit que c'était trop court ou que c'était court. Il faut venir voir Donvor. Ouais, mais il faut peut-être parler des futurs spectacles, Thomas. On peut dire des toute petites parties, hein. C'est-à-dire que dans Spluge, on donne 6 jours d'une traversée qui en a duré à peu près 23. Donc il y a plein d'autres trucs, il y a eu plein d'autres choses, d'autres découvertes, d'autres aventures. Et puis c'est Donvor, l'autre spectacle, parle aussi de la partie terrestre de l'expédition, donc en Colombie-Britannique, où d'ailleurs Véronique Robigou apparaît. Et effectivement, là, il y a plus de matière, il y a plus de jours. C'est un plus long voyage. Beaucoup plus long voyage, ouais. Et sur le site de Donvor, le théâtre Piba, il y a tous les jours qui sont donnés en écriture. Vous pouvez voir le journal dans son entier. On vous mettra le lien vers le blog Donvor où se trouve tout le carnet de voyage écrit par David. On vous mettra le lien dans les commentaires. Et là, il y en a pour 4-5 heures, je crois. Hein. Ouais, c'est un peu long. Ça fait de la lecture pour le confinement. Alors, on a une question de Jean-Luc qui nous demande comment s'est préparée l'écriture. Comment s'est préparée l'écriture et quelle forme de réflexion scientifique et artistique. Je pense que c'est deux questions en une. Comment s'est préparée l'écriture? Qu'est-ce que tu pourrais en dire, David? Mais il y a deux écritures. Il y a l'écriture du journal de bord proprement dite. Ensuite, il y a eu l'écriture du spectacle, dans la dramaturgie, l'adaptation. Et puis dans la partie aussi, peut-être, mais ça c'est autre chose. Après, peut-être tu nous diras un peu le travail sur les langues que tu as fait. Comment c'est préparé les... Au début, on ne savait pas du tout quoi. Au début, on s'est dit, on part dans cette aventure sans idée préconçue. On ne savait pas du tout. C'était très nouveau pour nous.
de partir sur un bateau, de partir au Canada, de découvrir en même temps finalement que le travail allait commencer, des environnements écologiques et extrêmement étrangers de ceux que nous connaissions déjà, des problématiques aussi un peu complexes, et donc on ne savait pas. Alors on s'est dit allez, on embarque, et puis comme une bouteille à la mer, on verra ce qui se passera dedans. Alors bien sûr, on avait déjà préparé, on avait travaillé, on avait lu des choses sur les environnements marins profonds, on avait rencontré les scientifiques auparavant, mais on s'est dit on va écrire nos impressions. Je vais écrire mes impressions jour après jour, et puis je vais en discuter aussi avec les scientifiques présents à bord. Et c'est comme ça que peu à peu, ce journal est devenu la matière première du spectacle au fur et à mesure. Mais je crois qu'on y a répondu partiellement tout à l'heure justement sur le va-et-vient entre ce que David comprenait, saisissait de l'enjeu des travaux des scientifiques, et comment David chaque jour soumettait finalement à censure ou validation d'un collège de scientifiques, d'un éminent collège de scientifiques à bord du Pourquoi pas. Enfin, tout a été c'est pas facile, parce qu'on voit des animaux, par exemple, on nous parle de moules qui ont plus d'estomac, qui ont plus de bouche, enfin de vers qui ont plus de bouche, qui ont plus d'estomac, que c'est des symbiotes qui viennent leur dévorer, qui font un intestin en sous-traitance. Enfin, toute cette histoire est très bizarre et très étonnante. Donc du coup, après, à chaque fois qu'on écrivait quelque chose, on allait voir les scientifiques pour dire est-ce que ce que je raconte n'est pas trop tient la route et n'est pas trop à côté de la plaque. J'ai une question de Michael qui nous demande, au-delà des sons captés, quelle est la réalité sonore des grands fonds marins, Gwenolé? Ou peut-être Christophe qui pourra répondre aussi là-dessus. Alors Christophe, qu'en dis-tu? Ou moi, vas-y, j'y vais. La réalité des grands fonds. Alors après, ni Christophe ni moi ne sommes chercheurs en environnement profond. Tout ce qu'on a découvert, on l'a quelque part découvert par le travail de David et par la rencontre avec José et Pierre-Marie. A priori, le fond des océans est assez silencieux, si ce n'est le son des cheminées hydrothermales, si je ne m'abuse, et les échanges entre les espèces. Je vais laisse compléter, José. Ce qu'on peut dire aussi, je pense, c'est que là, vous l'avez peut-être pas à la maison, mais ce qu'on a essayé de faire dans le spectacle Splush, c'est d'avoir une pression sonore avec les basses, les caissons de basse, tout ça, et on le ressent quand on est dans le transat et qu'on entend le spectacle Splush en direct. Et là, du coup, c'est plus quelque chose de physique plutôt que vraiment d'être proche de ce qu'on peut entendre dans le fond. Je pense qu'on n'entend pas grand-chose d'ailleurs. Alors, Pierre-Marie et José ont des choses à vous dire. Oui. Du coup, les sons des fonds marins, ça commence à être un sujet vraiment d'actualité au niveau de la recherche scientifique. On s'intéresse de plus en plus à ces sons qui viennent du fond, aux sons que produisent les animaux, aux sons que produisent les sources hydrothermales, les séismes. On entend les bateaux au fond. On ne l'a pas retranscrit dans le spectacle, mais avec les hydrophones, maintenant, on est de plus en plus capable de décortiquer ces sons et de les attribuer à des animaux ou à des événements sismiques ou à d'autres types d'événements qui peuvent avoir lieu au fond et en surface. C'est notamment le travail de... Très souvent... Vas-y Pierre-Marie. Très souvent, on parle des mammifères marins qui font beaucoup de bruit, on parle des navires, mais on s'aperçoit aussi, et il y a par exemple beaucoup d'études qui sont faites sur la rade de Brest, que les coquilles Saint-Jacques vont claquer, les crevettes font aussi énormément de bruit. Et dans Don Devore aussi, il y a toute une petite partie justement sur le bruit des poissons qui pètent ou des choses comme ça. Et on s'aperçoit vraiment que c'est une donnée qui vous fait sourire, mais qui devient de plus en plus une donnée scientifique qui va nous apporter des informations sur ces écosystèmes. Et inversement, on se pose aussi la question de l'impact de l'homme, justement, avec ce son des navires, ce son de tous les trucs de surface, sur justement le comportement des animaux qui peuvent se servir de ces sons pour diverses raisons. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'avec la période du confinement, on reparle beaucoup de ce son, enfin de cette absence de son humain dans les environnements marins profonds et les environnements marins tout court. Et on s'aperçoit que ça fait beaucoup de bien aux écosystèmes, aux poissons pour la reproduction, d'être dans des environnements marins
sonore, en tout cas, où il n'y a plus le son humain et le son des machines et le son des bateaux qui pénètrent partout et qui les gênent pour beaucoup de choses. Ce qui est marrant aussi, c'est que notre vision, comme l'a dit José, de ce son naturel a changé pendant aussi la durée du projet. Alors c'était parallèle, hein, ça a aucune, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais c'est tombé à un moment où nous on s'intéresse de plus en plus à ce son. Il y a une question de Jocelyn qui est intéressante sur la collaboration et les enjeux de la collaboration. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre une institution comme l'Ifremer d'embarquer sur un projet comme celui-là? Compliqué, non. En fait, on y est allé par étapes avec Pierre-Marie. Hein. On a avancé tout doucement. Et voilà, autant du côté du montage financier du projet que du projet lui-même. Donc, c'est vite venu important pour nous, comme le disait Thomas, que vous soyez immergés dans ce monde scientifique. Donc, on a commencé par négocier un transit sur un bateau. Ça ne s'était jamais fait. On a vendu ça, vendu, entre guillemets, l'idée d'embarquer toute une troupe de théâtre sur un bateau de recherche. C'était quand même un peu, c'était un peu osé, mais la flotte océanographique nous a suivis là-dedans. Et petit à petit, en fait, de plus en plus, l'Ifremer a été partie prenante et nous a vraiment soutenus dans ce projet. Et je dirais que même maintenant, ils sont hyper moteurs et ils mettent beaucoup d'énergie, d'efforts, autant au niveau de la communication à différents niveaux pour que ce projet de Spluge et Donvor continue et se perpétue et soit joué partout dans le monde. Alors, j'ai une question de Dorine qui nous demande, qui a du mal à comprendre la différence entre Donvor et Spluge. Donc, c'est le moment où je vais faire un peu de pédagogie, de me rappeler que donc, Spluge, c'est une petite forme qui a été créée en juillet 2018. Dans le cadre d'un festival à Landerneau qui s'appelle Canal Loire. C'est une petite forme, un petit spectacle qui se joue un petit peu partout, qui se joue dans une version joual bretonne, ou joual c'est québécois, hein, joual française, voire même française ou française bretonne. Ça dépend un petit peu de l'équipe des comédiens qui ont tourné et puis évidemment des lieux où on joue. Ça a joué 250 fois, ça a joué par exemple à Océanopolis au cours de la saison passée de l'été dernier. Océanopolis, c'est le grand aquarium de Brest. Ça a joué à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Ça devait jouer au Congrès mondial de la nature à Marseille en juin 2020. On croise les doigts, normalement le congrès est reporté au mois de janvier 2021. Mais à ce jour, il y a beaucoup d'inconnus sur l'avenir, etc. Enfin voilà, c'est un spectacle qui a beaucoup joué, qui a été vu par plus de 15 000 spectateurs et qui est une petite forme. C'est sensiblement ce que vous avez expérimenté devant vos écrans, avec en plus des transats, des casques qui sont les casques de la compagnie, donc qui sont des casques très enveloppants, très immergents, et des masques de sommeil. Les comédiens en direct quand même. Alors que ce soit Spluge et direct, Spluge et Donvor, les comédiens sont en direct. Et Spluge, je pense que David en a touché un petit mot tout à l'heure, c'est 25 minutes de spectacle, 25 à 30 minutes de spectacle, et ça raconte ce qu'on appelle le premier volet de Donvor, et en fait, ça raconte vraiment toute la campagne océanographique à laquelle on a pris part à bord du navire océanographique, le Pourquoi pas, en juillet 2017. Ensuite, Donvor, c'est donc un spectacle plus gros, plus théâtral, parce que autant dans Spluge, on ne voit rien, autant dans Donvor, il se passe pas mal de choses visuellement, on a des comédiens en plateau, etc. Et surtout, Donvor, en gros, c'est une première partie qui est assez proche de Spluge, finalement. On est à bord du Pourquoi pas pendant toute la première partie. On est dans le noir aussi, complètement plongé dans le noir. Et petit à petit, dans Donvor, on bascule dans la deuxième partie. Et la deuxième partie raconte la deuxième partie de notre voyage, la deuxième partie de notre immersion scientifique et artiste, de notre déplacement en Colombie-Britannique en septembre 2017.
Et donc, on s'est rendu pendant une quinzaine de jours sur l'île de Vancouver, à Victoria notamment, et puis dans la capitale de la Colombie-Britannique. On a rencontré un certain nombre de scientifiques, on a mené des ateliers art sciences avec l'Université de Victoria, on a collaboré, rencontré des scientifiques, etc. C'est là qu'on a rencontré Véronique Robigou, qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi Kim Juniper, qui est peut-être avec nous aujourd'hui, qui sait. En tout cas, c'est aussi deux façons complètement différentes de raconter le voyage. Là où la première partie du voyage, le son, on l'a dit tout à l'heure, est issu de collectage à bord du Pourquoi pas. Dans la deuxième partie, mais je ne vais pas en dire trop évidemment, de Danvor, tout le son est fabriqué en direct par les comédiens, par Chris Mann, Karine et Charlotte sur le plateau, et évidemment avec un gros travail de mixage, de composition en direct de Gonolé. Donc voilà, ces deux spectacles assez différents. Danvor a été créé en janvier 2020 à Brest, à la Maison du Théâtre et avec le Quartz Scène Nationale de Brest, et devrait, on l'espère, on touche du bois encore, tourner les saisons prochaines. En tout cas, on y travaille. Enfin voilà, mais ces deux spectacles qui sont très complémentaires, qui sont complètement différents, et en même temps qui sont complètement issus de la même aventure. J'ai vu qu'il y avait une question là sur l'image. Alors, une question. Ouais. Ça c'est intéressant parce que cette question d'image, parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui regrettent en fait qu'il n'y ait pas d'image du fond, et ça c'était un débat qui nous a animés peut-être pendant la première année avec Thomas, parce que Pierre-Marie et moi on disait c'est tellement beau les environnements marins profonds, les fumeurs, les animaux qui vivent autour des sources hydrothermales, on peut pas ne pas les montrer et tout ça. Et Thomas a tenu la barre avec son son là. et j'avoue que maintenant je pense qu'on est tous les deux convaincus que le son, en fait, de ne passer que par le son, entre guillemets, ça fait qu'on peut s'immerger vraiment beaucoup plus profondément, et on peut surtout porter attention vraiment au texte de David qui est magnifique, et que si l'image avait été là, je pense qu'on aurait perdu de la poésie et de la profondeur de ce texte. Et puis le fait de ne pas voir aussi peut-être ces environnements marins profonds que nous, on a vu, parce qu'il y avait ce petit Rob Victor qui descendait la nuit, explorer ces sources hydrothermales. On était dans cette cabine qu'on décrit dans le texte à un moment, et on voyait, mais on le voit au début, c'est très étrange, on le voit par touche, on le voit dans l'obscurité, la vision n'est jamais aussi claire finalement que dans les documentaires ou les livres. Alors c'était aussi pour nous remettre dans cet état émotionnel de la découverte d'une terre inconnue et d'un monde qui s'offre à nous avec parcimonie. Et c'était on s'est aperçu que c'était assez proche finalement de ce qu'on vivait, sur ce bateau aussi. Peut-être qu'on va s'approcher, de la fin de ce live. Si vous avez évidemment d'autres questions, on essaye d'y répondre. Alors, il y a une question qui nous vient de je ne sais pas qui nous demande si, pour les artistes qui ont vécu l'aventure de l'embarquement à bord du Pourquoi pas, il y a un son justement qui, pour chacun d'entre nous, représente le plus, de la manière la plus évidente, la plongée. Mais au fond, Christophe, comme Gonolé, comme Karine, qui n'ont pas pris part à la campagne, pourraient répondre à cette question aussi, parce que finalement, vous l'avez fait, cette campagne, d'une certaine façon maintenant. Je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce que tu en penses, Karine? On ne t'a pas entendu depuis le début. Oui, d'une certaine façon, oui, c'est tout comme si j'avais embarqué à bord du Pourquoi pas, en partageant avec Charlotte, Thomas, et puis même José et Pierre-Marie qui venaient souvent quand on a échangé ensemble sur ce qu'ils ont vécu eux. Alors, ça me dit, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, ça me dit que j'ai plus de connexion. Oui. Si, d'accord. Tout va bien. Ok, bon, ça me disait que j'avais plus de connexion. Ça fait toujours ça quand je parle.
Alors donc oui, c'est tout comme si j'y avais été. Et puis les sons, on a tellement travaillé avec que moi, je me suis laissée immerger par cette ambiance et par le texte de David. Après, un son dans ce sur quoi on travaille qui me rappelle ton best-seller. Mon best-seller qui représente la campagne. Peut-être les Physalie, quand les Physalie arrivent. Même si c'est pas réellement le son réel. On pourra peut-être dire comment ont été fabriqués les Physalie, parce que moi je sais exactement ce que c'est le bruit des Physalie. C'est pas du tout des Physalie, bien entendu. Christophe ? Non, bien sûr. Je pense ce que je trouve assez touchant, moi, c'est justement quand on réentend le bruit des oiseaux ou de la vie terrestre, en fait. Je pense que ça doit être assez particulier aussi quand on est en mer et qu'on réentend ces sons-là, j'imagine. Pierre-Marie a envie de réagir. Ouais, en fait, quand on est sur un bateau, il faut s'apercevoir qu'il y a un bruit permanent. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. On dort avec le bruit du bateau, et puis après, il y a tous les bruits des manœuvres qui vont se superposer. Moi, il y a un bruit qui m'a beaucoup touché, c'est le bruit, le cling, cling, cling. Ça, c'est le chariot qui va porter le submersible, qui va l'amener sur l'arrière du navire avant de le mettre à l'eau, de le récupérer. Et après, ce qui est vraiment impressionnant, et on reste toujours dans les sons, c'est qu'une des premières choses dont on se rend compte quand on arrive à terre, alors effectivement, c'est le manque de verre, ça c'était très bien trouvé, cette fin, c'est fabuleux, mais c'est aussi le silence. Quand on débarque, tout d'un coup, effectivement, on n'a plus de mouvement, mais surtout, la première nuit qu'on va passer à l'hôtel très souvent, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus de moteur. On est vraiment dans un bateau, mais ça, on l'entend bien. On est dans un espace saturé à tout niveau dans l'essence. Saturé au niveau du son, au niveau narines, parce que ça sent le fuel, la viande qu'on conserve dans les frigos pour nourrir tout l'équipage, le soufre des fonds, des sources hydrothermales qui remontent avec les échantillons, comme on le dit dans le texte aussi. Ça bouge. C'est vraiment, on est saturé en permanence voilà, c'est ça, de sons, d'odeurs, de goût, de bruit, de vision aussi. Il faut faire attention où on met les pieds. Tout est assez dangereux. On a des chaussures de sécurité. C'est pas du tout un radeau calme ou une île déserte. Ah non. Eh bien, voilà, je pense qu'on va mettre fin à ce petit live. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Donc, peut-être rappeler à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous jeudi prochain. On sera le 7 mai à 18h, donc exactement à la même heure. Ça sera visible sur les réseaux sociaux, donc pour la même plongée, mais avec les voix de Karine et Christophe cette fois, donc la version bretonne et québécoise, le même spectacle, mais dans d'autres langues. On vous donne rendez-vous à tous aussi, évidemment, dès que vous le pourrez, dès qu'on le pourra d'ailleurs, sur scène, dans des salles de spectacle, quand elles voudront bien rouvrir, quand on voudra bien qu'on les rouvre. On l'espère bientôt, le plus bientôt possible, pour Donvor ou pour Spluge, qui, on l'espère, devrait commencer à rejouer à partir du mois d'octobre. On touche du bois, on croise les doigts. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si dans 1 heure ou 2, dans 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous avez envie de nous poser des questions sur le fil de l'événement. On tâchera d'y répondre autant que possible. Ça a été un grand plaisir. C'était une première. En tout cas, pour moi, c'était une première, un live Facebook. Et pour nous aussi. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été nombreux avec nous aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Et bon courage pour le confinement. Bon courage, bonne fin de confinement. Voilà. Bonne fin de confinement à tout le monde. Et bon déconfinement. Au revoir à tous. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci.